Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, émission spéciale Luxfer aujourd'hui, avec nous Agnès, Jérôme et Axel, et tout de suite la parole à Agnès pour nous présenter cette émission. Pourtant leader en Europe de la production de bouteilles d'oxygène médical et malgré des bénéfices en augmentation de plus de 55%, la direction de l'entreprise Luxfer à Gerzat dans le Puy-de-Dôme a décidé de fermer définitivement l'usine et de licencier tous les salariés début 2020. Et pourtant, depuis 2 ans, ces salariés se battent sans relâche pour l'avenir de leur entreprise, de leur outil de travail et de leur emploi. Ce jeudi 25 juin, ils ont décidé d'organiser une grande journée de mobilisation devant les portes de leur entreprise Luxfer, aux côtés de salariés du public et du privé qui se battent également pour le droit au travail, l'accès à l'emploi, mais plus fondamentalement pour l'avenir de nos industries, de nos services publics et de la vie dans nos territoires. Cette émission est donc consacrée aux travailleurs de Luxfer, à toutes ces femmes et ces hommes qui luttent avec leurs syndicats pour d'autres jours heureux. La web radio de la CGT est allée à leur rencontre à Gerzat. Écoutons-les parler de leurs doutes, de leur espoir et de leur colère. Écoutons-les raconter leur combat, leur soif de justice sociale. Nous allons débuter cette émission avec Axel Peronzik, ex-délégué syndical CGT de Luxfer. À toi, Axel. L'usine de Luxfer Gerzat, qui à la base s'appelait Société métallurgique de Gerzat, a été créée en 1939 pour les besoins de la guerre, notamment les besoins en armement, puisque cette usine a été construite par 2 frères, les frères Biginelli, dans l'optique de fabriquer des douilles d'obus. Elle a été réquisitionnée en 1942 par les Allemands et a été rachetée en 1960 par le groupe Péchinet. Et elle est restée sous son pavillon jusqu'en 2001. En 2001, elle a été rachetée par, à l'époque, Luxfer Group, qui était une ancienne filiale d'Alcan, qui avait été rachetée par ses cadres dirigeants. Et en 2012, Luxfer Group passe en bourse, devient Luxfer Holding PLC. Et là, c'est la fin de la stratégie industrielle, puisque petit à petit, le groupe s'est fait manger par les financiers et les fonds d'investissement américains. Ce qui a amené à la situation de notre entreprise, Luxfer Gas Cylinders Gerzat, donc spécialisée à ce moment-là dans la fabrication de contenants haute pression, notamment en aluminium. Et le 26 novembre 2018, donc le groupe Luxfer nous annonce la fermeture totale et définitive de l'usine qui entraîne le licenciement des 136 salariés et des 27 intérimaires. Et à ce moment-là, il nous propose de rentrer dans la négociation de ce qu'on appelle un plan de sauvegarde de l'emploi, qui est en fait un plan de licenciement, quoi. Et ben nous, on a tout simplement refusé, puisque pour nous, négocier un plan de sauvegarde de l'emploi, c'était déjà abandonner son entreprise. Et nous, on tenait à notre usine, et notre but, c'est pas de négocier des conditions dans lesquelles on va être licencié, le but, c'est de pas être licencié. Donc on est parti dans cette optique-là. Donc notre direction nous a présenté la fermeture de notre usine comme un plan d'investissement, en fait. Un plan d'investissement qui va coûter tant et qui va leur rapporter tant. Et on a décidé de rentrer dans leur jeu, et on s'est dit, cet investissement, au lieu de l'investir dans la fermeture, nous, on va regarder combien ça rapporte de si vous l'investissiez dans l'entreprise, dans le matériel et dans les hommes qui composent cette entreprise. Et donc, avec une centaine de salariés, on s'est rassemblés, on a travaillé dessus pendant 3 semaines et on a sorti un plan, travaillé, chiffré, avec des devis, un business plan monté avec des experts comptables, et on a décidé de le présenter à l'État et à notre direction. À l'époque, l'État nous répond tout simplement ça ne nous intéresse pas. De toute façon, si un actionnaire a décidé de casser son jeu, on le laissera faire parce que c'est ça le libéralisme en France. Et on retourne devant l'entreprise Luxfer au micro d'Agnès. Fabrice Faure, tu es coordinateur régional des métaux. Donc tu es aujourd'hui à Gerzat aux côtés des Luxfer et de l'ensemble des entreprises qui sont menacées dans la période. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
D'abord, les Luxfer, c'est une lutte exemplaire et c'est une lutte qui souligne le besoin d'une stratégie industrielle et non pas une gabegie comme c'est le cas actuellement dans beaucoup de secteurs d'activité, et d'autant plus qu'eux, ils font quand même des bouteilles d'oxygène où le client final, c'est le contribuable, puisque c'est payé par l'argent du contribuable. Donc double raison d'être là aujourd'hui, à la fois pour la défense de l'industrie et aussi pour les deniers publics, les nôtres, puisqu'on nous serine avec la dette de l'État, autant que si on fait de la dette, c'est pour des bonnes choses. Et moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait pas mal de beau monde présent aujourd'hui. Oui, je pense que ce beau monde est révélateur de la lutte des Luxfer. Déjà, je pense qu'ils sont là parce que c'est une lutte exemplaire dans plein de niveaux. Mais je pense qu'ils sont là aussi parce qu'ils sentent bien, et aussi dans le pays, qu'il se passe quelque chose. La crise du Covid a révélé et a obligé Macron à tenir un discours. Au-delà des discours, il faut des actes. Et aujourd'hui, à Luxfer, ce qu'on veut, c'est enfin des actes. Merci Fabrice, bonne journée. De même. De retour sur le plateau, Axel, tu nous parlais de ton projet. Est-ce que tu peux continuer là-dessus ? On a décidé de le présenter à notre direction, dans le but de leur montrer que ça leur serait plus rentable de nous garder ouverts que de nous fermer. Ce qui est assez dur à digérer, mais bon, quand on est au pied du mur, on n'a pas bien le choix de présenter à son actionnaire qu'on peut encore plus les enrichir s'il ne nous licencie pas. Et notre direction a quand même étudié attentivement le dossier. Elle l'a étudié attentivement, elle est revenue vers nous, elle nous a dit « c'est vrai que votre dossier est viable, il est très intéressant, c'est vrai qu'il est peut-être plus viable que le nôtre, mais on a déjà fait l'annonce en bourse, donc c'est trop tard pour vous, vous serez tous virés. » Donc là, directement en débrayage, on a décidé de bloquer l'usine, d'arrêter complètement la production et de partir dans une grève qui durera 6 semaines. Et là, on s'est dit, nous on lâchera pas l'affaire, on négociera toujours pas votre plan de sauvegarde de l'emploi. On veut toujours sauver notre usine et empêcher les licenciements, donc on va partir nous-mêmes chercher un repreneur puisque vous n'êtes pas capable d'en trouver un ou vous ne voulez pas en trouver un. Et alors là, on a pris notre sac à dos, notre voiture, et puis on a fait un peu toute la France. On a fait des tas d'industriels. Après des dizaines et des dizaines de refus, on en a enfin trouvé un. Le groupe Xinjiang Industrie Europe, qui est un groupe chinois qui s'était nouvellement implanté en Europe, notamment en rachetant la fonderie d'aluminium Sabar Aerotech, qui est aussi une ancienne usine Péchiney, puis qui est aussi notre approvisionneur d'aluminium. Et on a décidé il était intéressé pour la reprise, donc on a décidé de travailler avec lui pour monter un projet. Et on est rentré dans des négociations avec le groupe Luxfer, non pas pour le plan de sauvegarde de l'emploi, mais pour les conditions de reprise, pour qu'un repreneur se positionne. Merci Axel. Pierre, excusez-moi, dans mon oreillette, on me dit qu'on a un invité spécial, vous êtes au courant ? Oui, tout à fait. On a Philippe Martinez. Plus exactement, Elisa a interviewé Philippe. Pierre. Oui. Philippe Martinez. Oui. C'est le secrétaire général de la CGT. Exactement, le secrétaire général. Merci de cette précision. Effectivement, le secrétaire général de la CGT au micro d'Elisa. À toi, Elisa. Nous avons le plaisir de recevoir Philippe Martinez. Donc Philippe, pourquoi aujourd'hui la conf a fait le déplacement jusqu'à chez les Luxfer ? Parce que les Luxfer, c'est matérialiser nos propositions. C'est-à-dire c'est une entreprise industrielle sur un territoire qui souffre beaucoup de la désindustrialisation. Et puis c'est des salariés qui ont un savoir-faire, évidemment, mais qui travaillent à fabriquer des bouteilles pour mettre de l'oxygène dedans pour le médical. On est en pleine actualité. Et ils sont confrontés à un capitaliste qui, pour faire plus de fric, pour faire monter le cours de l'action, a décidé de fermer un moyen de production pour faire monter les prix sur le marché et avec les conséquences que ça peut avoir pour les actionnaires, c'est-à-dire plus de dividendes. Donc voilà, faut qu'on soit à la CGT, il faut qu'on fasse de la théorie, mais conjugué à la pratique. Et Luxfer, c'est une belle image et une belle illustration de ce qu'on dit régulièrement, nos propositions de réindustrialisation. Donc voilà, il faut soutenir les camarades qui se battent. Et tout à l'heure, pendant ton discours, tu parlais du fait que Luxfer n'était pas un symbole pour l'industrie. Non, parce que quand on parle de symbole, c'est parfois identifié à une icône ou quelque chose qui doit disparaître. Au contraire, c'est pas un symbole parce que c'est
c'est la concrétisation, à l'image de plein d'entreprises dans ce pays, qu'on peut réindustrialiser le pays en préservant l'environnement, en étant au service des citoyens. Donc moi je préfère le concret au symbole. Un symbole c'est pour l'histoire, mais Luxfer c'est pour l'avenir. Et sinon Philippe, ça va depuis le déconfinement? Le télétravail et tout ça? Faudrait pas que je le dise, mais j'ai pas vraiment été confiné parce que j'ai été tous les jours à mon bureau parce que c'était plus pratique pour moi. En tout cas, je suis fier de ce qu'ont fait les militants et les militantes de la CGT durant cette période de confinement parce que je sais que beaucoup de salariés dans les UL, beaucoup de salariés ont appelé les UL, les UD, ils avaient besoin de la CGT et la CGT était présente. Donc maintenant, il faut que ça se transforme en plein d'adhésions et beaucoup plus de syndiqués à la CGT. Merci Philippe. Merci beaucoup. On reprend avec Axel. Alors Axel, tu nous disais que pour vous l'enjeu c'était d'engager des négociations sur les conditions de reprise et pas sur le plan de sauvegarde de l'emploi. Peux-tu nous dire 2 mots de ces négos? Les négociations étaient très compliquées puisque notre direction mettait des contraintes ultra restrictives sans que l'État n'intervienne. Donc on a décidé, on a regardé avec ce repreneur si on pouvait rentrer dans ces critères. Et on a réussi à monter un projet avec lui qui rentrait dans les critères de Luxfer et qui visait au départ à sauver 40 emplois. Et au moment de la finalisation du projet, il devait en sauver 80. Mais le groupe Luxfer refusait toujours d'arrêter le plan de licenciement. Donc on est arrivé le dernier jour, puisque un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est cadré par les lois et vous avez un certain délai. Si vous ne négociez pas, vous êtes tous licenciés avec le minimum légal. Ou du moins ce que veut bien vous donner la direction, ce qui est souvent le minimum légal. Et donc on a décidé de négocier le plan de sauvegarde de l'emploi, mais en y incluant le repreneur. Et on l'a négocié en une nuit, et on avait donc un plan de sauvegarde de l'emploi avec des mesures de reclassement pour les salariés, et un repreneur qui devait aboutir à un rachat de l'entreprise, et une reprise de 80 salariés après le licenciement et la fermeture de l'entreprise. Au mois de juin 2019, les salariés sont licenciés et 80 devaient être repris au mois de septembre pour la réouverture de l'entreprise. Malheureusement, ce même mois, 15 jours plus tard, la branche automobile du groupe Xinjiang s'effondre et il n'est plus en capacité de reprendre l'entreprise, donc on n'a plus de repreneur. Et les salariés, 95% des salariés sont licenciés. Ouais, c'est du lourd, hein. Ça va être compliqué d'enchaîner, mais on va quand même retourner devant Luxfer au micro d'Agnès avant de revenir vers toi, Axel. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Alors tu es représentante de l'Union départementale CGT Isère et également des métaux de l'Isère, de l'USTM de l'Isère. Oui, c'est ça. Donc tu viens d'arriver à Gerza. Oui. Et qu'est-ce que tu viens faire à Gerza aujourd'hui? Eh bien, je viens lutter pour garder notre industrie en France, pour l'emploi industriel et surtout cette industrie qui a été, on l'a bien vu ces derniers temps, indispensable. Et je comprends pas la fermeture et donc je serai en lutte avec les Luxfer jusqu'au bout et on va gagner. Super, on va gagner tous ensemble. Il faut rester motivé. Axel, vous avez démontré que vous n'avez jamais baissé les bras durant cette période. Est-ce que tu peux maintenant nous parler de votre projet de scope ? Donc avec 55 salariés, on a décidé de monter un projet de coopérative. Et on est parti dans 3 mois compliqués puisque c'est quand même un secteur un peu complexe. Mais pas impossible. On s'est rassemblés et on a décidé de construire un projet industriel, de le chiffrer, de faire des études de marché, d'approcher des fournisseurs pour pouvoir avoir des prix d'achat de matière, faire l'étude de marché pour savoir combien on pouvait en vendre au bout de combien de temps, sur la certification, etc. Et au bout de 3 mois, on avait monté notre projet, on a décidé d'aller chercher des financements. Et on avait trouvé les financements pour financer une grande partie du projet, et on a trouvé des industriels qui étaient prêts à s'associer pour rentrer au capital, minoritaire au capital, pour financer le reste. Et malheureusement, notre direction n'était pas très ouverte à ce qu'un repreneur se positionne,
qu'ils soient en coopérative ou industrielle, donc ils ont décidé de se comporter comme des voyous, puisqu'au mois de septembre 2019, ils sont venus faire une première tentative de démantèlement de nos machines. Ça a été stoppé par le CHSCT, l'inspection du travail, et ils sont revenus au mois d'octobre. Mais là, ils se sont dit, pour pas qu'on nous voit, on va faire rentrer les ouvriers des entreprises extérieures, et on va leur faire souder les portes pour que personne puisse constater ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. On a quand même réussi, avec une mobilisation des salariés, à stopper ce deuxième démantèlement illégal, et on a réussi à rentrer en négociation avec notre direction le 20 décembre 2020. Et le 20 décembre 2020, notre direction nous annonce clairement qu'elle n'écouterait pas notre projet, et que de toute façon, elle allait détruire l'usine, et elle ne respecterait pas les engagements qui avaient été pris quelques mois plus tôt. Alors Axel, quand on t'écoute, on comprend votre détermination dans la lutte face à l'acharnement de votre direction. C'est vraiment terrible. Alors justement, c'est des choses qu'on a vraiment aussi entendues dans les différentes prises de parole à Gerza, donc je te propose d'en écouter quelques-unes. Les travailleurs, une fois de plus, qui seront les garants pour le futur du pays de cette sorte d'avenir. Nous sommes des êtres humains, tous, et par conséquent, ce dont nous avons besoin, la valeur essentielle sur laquelle compter pour faire la société humaine, c'est la solidarité, c'est le respect des autres, c'est le respect du travail et du travail bien fait, c'est le respect de la technique, de la science, de ceux qui mettent tout leur savoir au service des autres. Et nous avons reçu cette formidable nouvelle leçon en voyant se comporter les travailleurs du secteur de la santé. Tous, les soignants, l'électricien, celui qui tenait les comptes, celle qui faisait ceci ou cela, tous sans exception. Puissants, importants, grands de la terre, rien ne marche sans qu'il y ait du travail humain. Il n'y a que M. Macron qui croit qu'il suffit de poser une pile de dollars d'un côté et une pile de tôle de l'autre pour qu'au milieu surgissent comme ça, spontanément, des bouteilles d'oxygène. Il lui faut du travail humain, il lui faut des machines qui sont des inventions humaines, maniées par des êtres humains, fabriquées par des êtres humains. Rien d'autre n'existe comme richesse que le travail et l'invention humaine. Voilà la leçon des Luxfer. Plus le refus absolu de jamais se soumettre. Que la leçon aille loin. Ne pas se soumettre, ça vous parle dans cette lutte des Luxfer. Vous avez continué le combat. Axel, tu peux poursuivre. Le 20 janvier 2020, notre direction revient à la charge avec des bulldozers pour tenter de casser toute l'usine. Sans rien déclarer, sans évacuer les déchets, risquant de propager des huiles graffitées, de l'amiante dans l'air, dans les rues de Gerza, et de déverser plusieurs dizaines de tonnes d'huile dans la nappe phréatique qui alimente le ruisseau de la ville. Et encore une fois, l'État laisse faire et ferme les yeux. Donc on a dit, là où l'État n'est pas capable de prendre une décision, là où l'État n'est pas capable d'arrêter les actes frauduleux du groupe Luxfer, nous on va s'en charger et on va réquisitionner notre entreprise. Et là on est rentré et on a réquisitionné notre entreprise. Et on a mis l'État au pied du mur. On leur a dit, maintenant vous prenez une décision. Ça fait, à l'époque ça faisait 15 mois. Ça fait 15 mois que vous fermez les yeux sur les agissements du groupe Luxfer, qui ne respecte ni les lois françaises, ni les lois européennes, que vous les laissez faire, que vous les laissez détruire un bassin industriel, licencier des gens complètement illégalement. Mais en plus de ça, le groupe Luxfer avait décidé de créer volontairement des pénuries de certains produits, de supprimer des produits de haut de gamme du catalogue, supprimer le centre de recherche et développement, et décider de créer de la rareté sur le marché pour pouvoir vendre ces produits de bas de gamme à la place des hauts de gamme, et en profiter pour faire flamber ses prix, puisqu'ils étaient en position de monopole. Ce qui est complètement illégal sur le marché européen, mais encore une fois, l'État ferme les yeux. Aucune réaction de l'État. Pire, on n'avait plus aucun contact avec eux pendant un certain temps. On a décidé d'occuper la rue complète pour avoir une de leurs réactions, et on leur a lancé un ultimatum. Maintenant, c'est soit vous décidez, soit vous vous placez du côté. Il faut prendre une décision. Ils sont quand même payés pour avoir des responsabilités, ils doivent donc prendre une décision. Soit ils se positionnent du côté de leur population, de leurs citoyens, qui essaient de sauver leur entreprise, de sauver leur emploi, de sauver une filière, la dernière filière d'approvisionnement, notamment de bouteilles d'oxygène médical et d'aérés de pompiers d'Europe. Il faut prendre une décision pour sauver cette entreprise, ou vous le dites ouvertement, vous décidez de vous rattacher aux actes frauduleux du groupe Luxfer,
et de les aider à continuer leurs actes illégaux pour les favoriser, sachant qu'ils quittaient définitivement la France, mais aussi définitivement l'Europe sur l'activité bouteille de gaz. Et la réponse de l'État a été claire. Le ministère du Travail a décidé de valider le motif économique et de licencier les derniers salariés, allant à l'encontre des décisions des inspecteurs du travail et de la contre-enquête de la Direction générale du travail. Et la deuxième réaction de l'État, ça a été de convoquer 3 représentants du personnel et de leur faire passer test ADN et test salivaire et prise d'empreinte. On a donc passé 53 jours à occuper 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 l'entreprise. On refusait que le groupe Luxfer vienne détruire notre outil de travail. Axel, on arrive à un tournant là de votre occupation d'usine, puisque malheureusement le Covid arrive et oblige au confinement. Et on est obligé au bout de 53 jours d'occupation de libérer l'entreprise. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là, elle redémarre. On se rend compte que le Covid ne se soigne pas directement, mais par contre qu'on peut apaiser les symptômes et pour permettre aux patients de survivre le temps que les symptômes passent. Et notamment, c'est soigné avec de l'oxygène médical, et on est l'unique fabricant européen de bouteilles d'oxygène médical. Donc on repart au cœur de la polémique, puisque le groupe Luxfer a tout bonnement décidé de laisser l'usine à l'arrêt. Ils ont même été jusqu'à injecter 13 millions d'euros dans la boîte vide pour empêcher le tribunal de commerce de mettre la main dessus et de la maintenir à l'arrêt pendant le Covid. Ils en ont profité aussi, ils annoncent en bourse qu'ils augmentent leur prix. Donc ils ont créé volontairement des pénuries de bouteilles en pleine crise du Covid pour spéculer sur les prix. Ce qui a eu de graves conséquences, notamment en Italie et en Belgique, mais en France aussi, puisque l'État français, au lieu de rouvrir l'entreprise, a décidé d'envoyer des bouteilles sur le marché qui étaient potentiellement défectueuses ou des bouteilles en acier qui se corrodent au contact de l'oxygène et qui polluent l'oxygène que respirent les patients. Mais on ne s'est pas arrêté là, puisqu'entre-temps, des repreneurs se sont positionnés pour reprendre l'usine. Malheureusement, cette usine n'était toujours pas à vendre. On a donc fait une demande de nationalisation qui a été refusée. Pourtant, on avait écouté le discours de notre cher président du 13 mars qui expliquait qu'il y avait des biens et des services qui devaient être placés en dehors des lois du marché, et notamment nos approvisionnements en matériel médical et de sécurité. Et nous, on était équipementiers pour les deux. Pourtant, ça a été refusé. On a demandé aussi à se faire réquisitionner pour participer à l'effort national et pouvoir produire de la bouteille en urgence, ce qui a été aussi refusé. Pour continuer, ils ont laissé le groupe Luxfer continuer à spéculer sur les pénuries qu'ils faisaient eux-mêmes. L'usine a été maintenue à l'arrêt tout le long du confinement, et elle est toujours maintenue à l'arrêt. Et la seule réponse qu'on a eue, c'est qu'il fallait des repreneurs sérieux pour reprendre l'entreprise. Pourtant, des repreneurs sérieux, il y en a eu plein depuis 19 mois, et pourtant l'usine n'est pas à vendre. Le problème, c'est pas qu'il n'y a pas de repreneurs, le problème, c'est pas qu'il n'y a pas de financement. Le problème, c'est tout bonnement que le groupe Luxfer refuse de vendre l'entreprise et que l'État français les couvre. Donc, de dire qu'ils n'agiront pas tant qu'il n'y a pas de repreneurs, c'est faux. Comment voulez-vous que des repreneurs tentent de racheter l'entreprise alors que l'entreprise n'est pas à vendre et que le groupe Luxfer est couvert par l'État français? Donc la première étape à passer, c'est déjà que l'État français agisse, intervienne, prenne ses responsabilités et décide d'intervenir pour sauver cette entreprise et pour la mettre à la disposition de repreneurs. Depuis la médiatisation de l'affaire pendant le Covid, le groupe Luxfer a fini même par se mettre à la table des négociations avec le ministère de l'économie et des finances. Mais ça fait 2 mois qu'ils sont en négociation, on n'a toujours aucune condition pour une négociation pour la rachat de notre entreprise. Toujours cet acharnement, d'où l'importance de montrer détermination et rassemblement. D'ailleurs, 1500, c'est une très belle réussite pour cette journée d'action, et on écoute encore un extrait. Ils continuent à se battre pour leur emploi et leur savoir-faire. Face à cette situation, au lieu d'agir et de défendre les salariés, nos gouvernements préfèrent se terrer. Ils préfèrent ne pas agir et défendre les salariés. Le gouvernement préfère l'inaction et parfois même le blocage. Quand les salariés ont voulu reprendre leur usine, ils leur ont refusé. Bonjour Grégory Cazzi, tu es délégué syndical CGT Renault Trucks. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es présent pour cette journée de mobilisation avec les Luxfer ?
Bonjour, déjà la première chose c'est pour soutenir des potes, des camarades qui se battent pour maintenir l'emploi. Plus que jamais aujourd'hui la solidarité ça doit pas être qu'un mot, ça doit aussi se concrétiser par des actes. Et Renault Trucks se devait d'être présent pour soutenir ces potes qui se battent pour l'emploi. Axel, tu peux nous préciser les objectifs de ce rassemblement d'ampleur nationale ? C'est justement de pousser à l'aboutissement de ce dossier. C'est qu'on ait enfin un exemple d'une entreprise qui se relocalise. Surtout dans le bassin de Clermont, qui est majoritairement composé d'usines liées à l'aéronautique et à l'automobile, qui sont particulièrement touchées par la crise qui a entraîné le Covid. Le deuxième point, c'est aussi pour mettre en lumière la réelle situation de l'industrie en France. Il faut savoir que l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la première région industrielle de France. Et on peut voir à quel point elle est touchée en ce moment. Parce qu'il y a des beaux discours à la télé, mais il y a la réalité concrète du terrain. Chez nous, c'est MSD, potentiellement 300 licenciements. Hop, risque de fermeture de l'activité avec plus de 300 salariés. 200 intérimaires en moins chez Constellium. C'est des risques de plan de licenciement chez Aubert et Duval. C'est 70 licenciements chez Détal et potentiellement 140 autres qui arrivent. Des plans de licenciement qui fuitent chez Michelin alors qu'il y en a déjà eu 619 à La Roche-sur-Yon. C'est 463 chez Renault Trucks. C'est 1000 chez General Electric. Donc c'est ça la différence. Il y a des boîtes qui ferment, des boîtes qui sont bénéficiaires. On les laisse à l'arrêt. L'État aide les multinationales à les laisser à l'arrêt. Et il n'y a plus d'emploi. Il n'y a plus d'emploi aujourd'hui dans la métallurgie ou dans l'industrie pour nous. Et c'est des entreprises qui n'ont pas lieu de licencier. Donc, la deuxième chose, c'est de mettre en lumière la réelle situation sur le territoire. Qui sont assis sur une montagne de cash et qui ne servent pas à pérenniser les emplois. Des prêts garantis par l'État qui sont donnés, des chômages partiels qui sont payés et qui servent à payer les licenciements dans les entreprises. Et maintenant, une chronique de Jérôme, et pour terminer, de la poésie. Les actionnaires ne manquent pas d'air. En acceptant la fermeture du site de Gersat, notre gouvernement renonce à garder sur son territoire la seule usine européenne capable de fabriquer des bouteilles d'oxygène à la fois résistantes et ultra légères. Il justifie ce choix au prétexte qu'il peut en acheter des moins sophistiqués moins chers en Angleterre. Bref, notre gouvernement nous prouve une fois de plus qu'il n'a rien retenu des nombreuses erreurs accumulées pendant la crise sanitaire. Car malheureusement, le cas Luxfer n'est pas un cas isolé, et rien que dans notre région, l'entreprise Famar, l'unique entreprise pharmaceutique française habilitée à fabriquer la Nivaquine, qui est un médicament à base de chloroquine, est également sacrifiée sur l'autel du profit. Et que penser de Peter Surgical, qui veut fermer son site de production de matériels médicaux à Bobigny? En effet, pour ceux qui l'ignorent, pendant le confinement, les ouvriers de cette usine menacée de fermeture ont produit à plein régime. C'est plus de 50 000 sondes destinées à aspirer les sécrétions bronchiques des patients en réanimation qui sont sorties chaque jour de l'usine. Et alors que notre président nous parle de souveraineté et d'indépendance concernant les produits essentiels comme les médicaments, les masques ou les respirateurs, si cette fermeture devait être maintenue, les services de réanimation devront s'approvisionner en Inde plutôt qu'en Seine-Saint-Denis lors de la prochaine épidémie. Mais le plus incompréhensible, c'est que ces 3 usines fabriquent des produits de qualité et rapportent de l'argent. Et comme l'ont exprimé Philippe Martinez et les camarades CGT ou le tribun Jean-Luc Mélenchon, lors de leur intervention hier après-midi devant l'usine, dans le système capitaliste, c'est le profit maximum qui est recherché, et non le bon sens. Et si on trouverait tous logique de nationaliser des usines rentables et reconnues d'utilité publique pour le bien commun, le gouvernement Macron ose cautionner leur fermeture pour maximiser les profits des actionnaires au détriment de l'intérêt général. Mais on pourrait également parler du scandale des EHPAD privés qui touchent de l'argent public et balancent chaque année des bénéfices records dans les paradis fiscaux, là aussi avec la complicité de l'État. C'est-à-dire que des missions de services publics sont dévoyées pour alimenter des boîtes à fric qui échappent en grande partie à l'impôt et affaiblissent toujours un peu plus notre système de sécurité sociale. Ce gouvernement se dit soucieux de la souveraineté de la France, mais est en réalité capable de vendre notre liberté aux plus offrants et, à peine le déconfinement levé, de proposer à nouveau une réforme des retraites favorable à BlackRock. Vous pensez que j'exagère ? Eh bien malheureusement la réalité est encore bien pire. Car si le capitalisme est la cause de bien des désastres sociaux et environnementaux, son idéologie peut en produire de bien plus grands dans un futur proche, car elle gangrène même nos institutions publiques. En effet, on a vu les catastrophes que cela pouvait produire dans la santé, mais avons-nous idée des conséquences sur le système éducatif? Je n'ai pas le temps ici d'expliciter les thèses de Walter Lippmann, mais en 2 mots, selon lui, l'éducation ne doit pas avoir de visée émancipatrice, mais doit permettre d'acquérir un ensemble de compétences afin de pouvoir s'adapter dans un environnement marqué par la compétition
compétition. L'idée n'est plus de rendre les citoyens autonomes, mais de les adapter à la financiarisation du vivant et au basculement massif dans le numérique qui menace directement la cohésion de notre société. Quel rapport avec Luxfer ? Eh bien justement, il est indispensable de faire le lien entre la dérive de l'éducation et la désindustrialisation. Si l'école et l'université se limitent à fabriquer du consentement et de la docilité, les populations vont s'habituer au pire et délaisser la lutte au profit de la servitude volontaire. Je sais que les chaleurs estivales ne favorisent pas la pensée et que nous avons tous besoin de congés, mais nous devons, dès la rentrée, nous mobiliser également pour dénoncer les dérives possibles d'un enseignement à distance, où ce n'est plus un professeur mais Big Brother qui nous regarde. Car la société du contrôle fasciste et totalitaire que décrit Orwell dans 1984 pourrait malheureusement advenir si on préfère investir dans les drones et les tasers plutôt que dans l'éducation et la santé. S'il est donc nécessaire de manifester comme hier avec les Luxfer contre ces actionnaires qui ne manquent pas d'air, il est aussi déterminant de défendre notre liberté d'expression et de pensée héritée des Lumières, mais aussi de réhabiliter notre héritage révolutionnaire, sans quoi le monde de demain pourrait être pire que celui d'hier. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, mi seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, morto per la libertà. Et la fête continue. Debout devant le zinc, sur le coup de 10 heures, un grand plombier zingueur, habillé en dimanche et pourtant c'est lundi, chante pour lui tout seul. Chante que c'est jeudi, qu'il n'ira pas en classe, que la guerre est finie et le travail aussi, que la vie est si belle et les filles si jolies. Et, titubant devant le zinc, mais guidé par son fil à plomb, il s'arrête pile devant le patron. 3 paysans passeront et vous paieront. Puis disparaît dans le soleil sans régler les consommations. Disparaît dans le soleil tout en continuant sa chanson. Jacques Prévert.